Bonjour à tous. Je voudrais pour commencer remercier la DRIPS, remercier les organisateurs. Donc, vous m'entendez? Voilà. Donc, pour remercier les organisateurs de ces journées. Nous sommes reçus comme des princes. Et, ah oui, non mais vraiment, donc merci, un grand, grand merci à tous. Voilà, alors je voudrais aussi, avant de commencer, dire que lorsque Isabelle Milabé m'a invité à venir parler donc de l'histoire et de l'évolution de la recherche sur l'internalité et le jugement social, j'ai d'abord hésité et j'ai pris un temps de réflexion avant de donner ma réponse. Pourquoi? Parce que je me suis dit, je vais encore dire ce que nous avons écrit, ce que nous avons répété maintes et maintes fois, quel intérêt? Et puis, avec cette perspective historique, eh bien, je me suis dit que peut-être ce qui pouvait être intéressant, c'était de retracer la dynamique des travaux tels qu'ils se sont déroulés à partir des années 1980 autour de Jean-Léon Beauvois. Nous n'avons jamais retracé cette évolution et je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Alors, c'est donc un travail de mémoire que je me suis livré. Et au cours de ce travail, bien évidemment, j'ai vivement regretté l'absence de Jean-Léon. Je parle en notre nom et j'espère ne pas trahir sa pensée. Donc, je vais donc retracer ces travaux qui ont donc plus de 40 ans maintenant. Alors, avant de commencer, je définis, si quelqu'un ne connaissait pas ce qu'est la norme d'internalité, je vous laisse lire, j'ai rappelé. Oui, il faut que je fasse attention. J'ai rappelé très brièvement donc ce qu'était la norme d'internalité. Alors, pour parler de l'histoire, pour retracer donc ces travaux, ce que je voudrais dire aussi, c'est que ce sont donc des travaux, je viens de le dire, qui ont débuté autour des années 80, qui se sont déroulés dans différentes universités françaises, principalement Grenoble, Nancy et Rennes, on verra pourquoi tout à l'heure, qui ont impliqué toute une communauté de chercheurs, essentiellement français, aussi bien des étudiants qui venaient faire un master que des étudiants qui ont fait une thèse de doctorat, même une HDR, donc tout un ensemble de chercheurs et qui ont donné lieu à de nombreuses communications, à des publications dans des supports variés, à des conférences, etc. Tout ça pour dire que retracer l'histoire de ces 40 ans de travaux et en parler pendant 3/4 d'heure, 1 heure, c'est pas chose facile. J'ai essayé d'être exhaustive. Si j'ai fait un oubli, je vous demande votre plus grande indulgence. Alors, voici comment j'ai structuré d'abord l'historique et ensuite un bilan. L'historique, j'ai distingué 4 périodes. On va les voir successivement. À l'origine, donc, en gros, de 1979 à 1984. Contexte universitaire. Qu'est-ce qui se passait à cette époque? Jean-Léon était maître de conférence à l'université Nancy 2. Il quitte cette université pour occuper un poste de professeur à l'université de Caen. Ça, c'était en septembre 1979. Puis, il est en congé sabbatique durant l'année universitaire 83-84. On verra pourquoi je le signale ici. François Lepoultier, qui est aussi un des acteurs, donc qui a joué un rôle au démarrage de tous ces travaux. Il est maître de conf à l'UFR STAPS à l'université de Caen. Il va se rapprocher de Jean-Léon et réaliser son doctorat d'État avec lui. Moi-même, je suis maître de conf à l'université Nancy 2. Je vais également m'inscrire en doctorat d'État avec Jean-Léon. Voilà. Alors, ça, c'est l'état des connaissances. Maintenant, non, j'ai dû passer quelque chose. Voilà. Jean-Léon découvre la littérature américaine. Alors, ça peut vous surprendre, parce que vous êtes tous maintenant baignés immédiatement dans la lecture des articles américains, anglais. La littérature est essentiellement... Bon. Mais à l'époque, nous n'avions pas grand-chose. Et personnellement, moi, j'ai connu les travaux de... On en parlait hier soir. J'ai connu les travaux de psychologie américaine grâce aux textes fondamentaux d'André Lévy. C'était notre référence. Donc, Jean-Léon découvre la littérature américaine, traitant de la psychologie naïve, donc les théories de l'attribution, théorie implicite de la personnalité, dont il a rendu compte dans 2 publications majeures. Je signale cet article
qui a eu un retentissement important, et puis bien sûr la psychologie quotidienne, qui est parue donc au PUF en 1984. Moi-même, eh bien, je découvre également la littérature américaine, mais traitant du locus of control. Alors, pour la petite histoire, je souhaitais m'engager dans une thèse d'État et je voulais qu'elle traite donc des deux sous-disciplines dans lesquelles j'enseignais à l'époque, la psychologie sociale, la psychologie du développement. On dit maintenant psychologie... le nom m'échappe, peu importe. Et donc, mon patron de thèse de troisième cycle, Henri Herren, qui était professeur de psychologie du développement, me dit, écoutez, Nicole, il y a toute une littérature qui est déjà, enfin, tout un thème qui est déjà très étudié aux États-Unis, mais en France, personne à peu près ne travaille sur ce sujet, c'est le locus of control. Vous devriez vous intéresser. Alors, qu'est-ce que je fais? Eh bien, j'ai commandé l'ouvrage incontournable quand on travaille dans ce domaine de Rother sur le locus of control. Il a su éveiller ma curiosité et ça allait devenir mon sujet de thèse d'État. Voilà pour la petite histoire. Alors, non, je me suis trompée, pardon. Voilà. L'état des connaissances à l'époque. Alors, je rappelle, brièvement, vous connaissez, mais je rappelle. À l'époque, il y avait deux domaines de recherche qui étaient distincts. Il y avait quelques ponts, mais pas vraiment. Il y avait la littérature qui traitait des attributions causales, la littérature qui traitait du locus of control. Les ponts entre les deux étaient vraiment très rares. Ces deux domaines avaient chacun leur objet d'étude et l'objectif des chercheurs était spécifique. Donc, en ce qui concerne l'objet d'étude, vous le savez tout aussi bien que moi, ce qui intéresse les théoriciens de l'attribution causale, c'est de décrire les processus par lesquels les gens expliquent et interprètent les conduites et les états émotionnels, que ce soit les leurs ou ceux d'autrui. Ce qui intéresse Rother, c'est une variable générale de personnalité qui concerne le degré de relation causale que les gens établissent entre ce qu'ils font, leurs caractéristiques personnelles et les renforcements positifs et négatifs qu'ils reçoivent. Mes premiers travaux ont donc concerné, comme je le disais, le locus of control. Quand, au fur et à mesure que je dépouillais la littérature sur le locus of control, j'en suis quand même arrivé à me poser un certain nombre de questions. Je me disais que ce n'est pas très intéressant d'accumuler des preuves en faveur de l'existence des différences comportementales entre les gens qui privilégient les explications causales internes, les gens qui privilégient les explications causales externes, autrement dit les internes et les externes. Il me paraissait plus intéressant d'étudier la distribution sociale de l'orientation du LOC, ce que j'ai fait. Et cette étude a fait apparaître que l'internalité en matière de LOC se retrouve davantage chez ceux qui occupent une position privilégiée. Donc, dans les recherches américaines, les Blancs américains, les riches, les hommes, comparativement à leurs concitoyens minoritaires, les Noirs américains, les citoyens d'origine hispanique, asiatiques, les Indiens, les pauvres. Donc, j'en suis arrivée, à force d'accumuler ces preuves, à me demander si l'internalité ne constituait pas une sorte de référence implicite qu'il serait bien vu d'exprimer, l'externalité étant au contraire à éviter, étant donné ses connotations négatives. Autrement dit, les explications internes en matière de renforcement ne feraient-elles pas l'objet d'une désirabilité sociale? Voilà, j'en étais là, si vous voulez, quand, autour des années 82-83. 1984, c'est donc la publication de La psychologie quotidienne de Jean Léon. Jean Léon pose l'hypothèse de l'existence d'une norme sociale d'internalité. Alors, pourquoi, décidément, j'en veux toujours à cette fraise, pourquoi cette hypothèse était importante? Eh bien, j'ai écrit ici, c'est une intuition de génie, c'est vrai, c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'il a réuni des domaines de recherche qui étaient totalement séparés dans la littérature. D'une part, il réunit l'erreur fondamentale d'attribution, qui est une erreur, un biais cognitif, et d'autre part, il réunit quelque chose qui est bien vu, la prédominance des explications causales internes des renforcements. Donc, cette hypothèse était osée. Pourquoi? Parce qu'il réunissait, d'une part, un phénomène qui était connu comme une erreur, donc quelque chose qu'il faut éviter, enfin c'est quelque chose qui n'est pas bien, quand on se trompe cognitivement, donc un biais cognitif,
Et d'autre part, il réunissait un registre de croyances, les croyances causales internes, au contraire, quelque chose de bien qu'il est bien vu d'exhiber. Il émettait l'hypothèse selon laquelle ces phénomènes, qui étaient donc considérés comme étrangers l'un à l'autre, traduisaient en fait une même tendance, la surestimation du rôle de l'acteur, et pouvaient même être considérés comme l'expression d'une même norme très générale, la norme sociale d'internalité. Je vous redonne la définition, donc qui a été définie comme la valorisation socialement apprise, je vais revenir juste après, des explications des événements psychologiques qui accentuent le poids causal de l'acteur, causal de l'acteur. Alors, les bases étaient posées. 84, les bases étaient posées. On avait un cadre expérimental vérifié en reprenant les procédures utilisées par Jelison-Egreen. Alors, qui sont Jelison-Egreen ? Eh bien, ce sont deux chercheurs américains qui ont, je vais dire les choses un peu comme ça simplement, qui ont popularisé la notion de norme d'internalité. Ils publient un article qui s'intitule d'ailleurs la norme d'internalité, etc. Et dans cet article, il y a 3 expérimentations avec 3 procédures différentes. Nous avons repris leurs procédures, je vais le dire un peu plus loin. Donc, nous vérifions avec leurs procédures que cette surestimation du rôle de l'acteur dans les 2 champs, comportement et renforcement, renvoie bien à l'existence d'une norme sociale d'internalité. Et nous avons un cadre théorique. Jean Léon argumente l'idée selon laquelle l'ancrage de la norme d'internalité réside dans les pratiques sociales d'évaluation. Donc, nous n'avions plus qu'à nous mettre au travail. Alors, je vous ai fait ici un tableau pour bien montrer la différence qui existe entre le concept de norme d'internalité dans l'article fondamental de Jelison-Egreen et puis la conception qui a été la nôtre, norme sociale d'internalité. Vous voyez les points importants qui différencient les deux. Affectif en ce qui concerne Jelison-Egreen, social en ce qui concerne notre conception. Voilà, je vous laisse lire. Voilà. Donc, j'ai terminé là la première partie. Alors, deuxième partie, donc, que j'ai découpée en fonction de ce qui m'a semblé, si vous voulez, correspondre à des changements. Donc, à partir de 1984 jusque le début des années 90. Contexte universitaire, Jean Léon est nommé professeur à l'université de Grenoble en septembre 1984. François Lepoultier est nommé professeur à l'université de Rennes en septembre 1988 après avoir soutenu son doctorat d'État à Grenoble en juin 1987. Moi-même, je suis toujours maître de conf à l'université Nancy 2 et j'ai également soutenu mon doctorat d'État avec Jean Léon à l'université de Grenoble en 1990. Pour la petite histoire, François a soutenu sa thèse la veille et moi j'ai soutenu ma thèse donc le lendemain. Donc c'était bien parce qu'il me remontait le moral et j'avais déjà vu comment ça se passait. Voilà. Alors, cette localisation géographique donc, explique pourquoi les 3 villes ont joué un rôle dans le début des travaux sur l'internalité, puisque Jean Léon était à Grenoble, François était à Rennes et moi j'étais à Nancy. Dès que Jean Léon arrive à Grenoble, eh bien, il développe une activité intense. Création du laboratoire de psychologie sociale. Alors, il y avait un grand laboratoire, mais il n'y avait pas un laboratoire spécifique à la psychologie sociale. À l'époque, qui s'appelait l'ERSOC, donc avec, pour la première fois, des séminaires, etc. Pour vous, c'est habituel. Mais à l'époque, ça n'existait pas. Donc, instauration de séminaires, etc., etc. Création, quelque chose qui a été très important, donc par Jean Léon avec Robert Vincent Joule et Jean-Marc Monteil, des tables rondes, cognition et conduite sociale. Alors ça vous dit peut-être rien, mais ça a joué pour les gens de ma génération en psychologie sociale un rôle très important. Cette table ronde a eu lieu, la première, les 26 et 27 septembre 1985, et elle a réuni une vingtaine de collègues français et étrangers. Alors, je vais vous lire donc ce qui était demandé à l'époque aux participants. Je vous lis. L'importance de l'approche cognitive en psychologie sociale est aujourd'hui largement reconnue. Toutefois,
la question de la place qu'il convient d'accorder ou de ne pas accorder aux conduites sociales dans la recherche cognitive en psychologie sociale ne semble pas devoir être occultée. On peut en effet se demander dans quelle mesure la recherche cognitive dans notre discipline est ou n'est pas en état d'intégrer les conduites sociales parmi les variables parmi les variables dont elle traite, que ce soit à titre de variables dépendantes ou à titre de variables indépendantes. La réponse qu'on peut apporter à cette question engageant la psychologie sociale tant dans son propre développement que dans l'éclairage qu'elle peut apporter à l'étude des processus collectifs, idéologiques en particulier. Plutôt que d'apporter des réponses dogmatiques à cette question, l'objectif de la table ronde sera d'ouvrir une discussion. Voilà donc le texte qu'avaient reçu tous les participants. Donc, vous voyez que l'intérêt, enfin l'objectif, c'était d'étudier la place des conduites dans l'étude de la psychologie sociale qui était envahie à l'époque déjà par l'approche cognitive. J'en ai été très comportementaliste. Alors, je vous ai fait un tableau où j'ai réuni voilà, toutes les 9 tables rondes qui se sont déroulées. Alors, les 2 premières ont eu lieu à Grenoble, ensuite il y en a une à Nancy, et puis Grenoble, Genève, Clermont-Ferrand, etc. Donc, voilà pour les tables rondes. Il y a eu aussi création de la série Perspectives et conduite sociale. Voilà le numéro 1, qui est épuisé. La collection a vite été épuisée. Alors, pourquoi cette collection? Eh bien, elle répondait au désir de voir publier les communications les plus abouties lors des journées, des tables rondes, après réécriture sous la forme de chapitres et expertise, double expertise, donc communications qui avaient été présentées lors des tables rondes, ainsi que les discussions qu'elles avaient pu susciter. C'était une série très prisée à l'époque. Il était bien vu de publier dans cette série. Les temps ont bien changé. Les critères du CNU n'étaient pas du tout les mêmes que maintenant, etc., etc. Je pourrais vous parler de tout ça de façon abondante. Alors, il y a eu 10 volumes. Pourquoi? Parce que vous voyez que nous avons fait en 1994, parce que les volumes étaient épuisés, nous avons fait un volume 1, 2 et 3, qui étaient des morceaux choisis, commentés, des volumes précédents. Donc, voilà la liste. Alors, vous voyez aussi qu'au début, il y avait des titres, parce que c'était une thématique qui était... les participants répondaient à cette thématique, et puis après, il y avait tellement... Ça a pris une importance importante, donc le dernier volume, eh bien, il y a 3 thématiques. Par exemple, alors j'ai noté, le premier volume, 1987, il fait 312 pages. Il y a plein de critiques, hein, il n'y a pas comment ça s'appelle, de répertoire des noms. Il y a pas, enfin, quand je le regarde, je me dis, mon Dieu. Et en 2009, il faisait 460, celui-là, il fait, non, je l'ai pas pris. Il fait 475 pages. Alors, vous voyez, il y avait 3 thématiques, croyances et représentations, explication causale et culture, influence, soumission et dissonance cognitive. Alors que le premier, eh bien, c'était uniquement théorie implicite et conflit cognitif. Voilà, pour la petite histoire. Donc, l'état des connaissances à l'époque. Alors, les travaux, comme je vous l'ai dit, eh bien, ils ont consisté à accumuler des preuves de la valorisation sociale, des explications internes, tant des comportements que des renforcements. Je vous rappelle que les domaines étaient séparés, et c'est à Berton, Delmas, Pi et Soma que l'on doit la première échelle d'internalité pour enfants, le KIAL, donc, qui a été publié en 1991. Mais jusque-là, nous utilisions des questionnaires différents, questionnaire de Locke, questionnaire d'attribution. À l'issue de ces premières recherches, donc début des années 90, on peut dire que nous avions atteint globalement nos objectifs. On avait montré, donc, en recourant aux 3 procédures de Jellison et Green, alors c'est quoi? Paradigme d'identification, c'est-à-dire on demande au sujet participant de répondre à un questionnaire d'internalité à la place d'un autre dont on fait varier, bien sûr, le statut, le genre, etc. Quelqu'un de bien, quelqu'un de pas bien, un bon élève, un mauvais élève. Paradigme d'identification. Paradigme d'autoprésentation. On demande aux participants de répondre à un questionnaire d'internalité en essayant soit de donner de lui la meilleure image possible, soit au contraire de donner de lui la plus mauvaise image possible.
Et puis, paradigme des juges. Cette fois-ci, le sujet, il est placé en position d'évaluateur, de juge. Il doit émettre un pronostic, un jugement sur une personne censée avoir répondu à un questionnaire d'internalité dont on fait varier le pourcentage de réponses, de choix de réponses internes et de réponses externes. Alors, on avait montré qu'enfants et adultes ont une assez bonne perception de la valorisation sociale des explications causales internes, tant en matière de comportement qu'en matière de renforcement. Que l'internalité s'acquiert par apprentissage social, chez l'enfant, bien sûr, au cours de sa scolarité. Donc, ça veut dire que ce n'était pas lié au développement cognitif. À l'époque, les Américains disaient que c'était lié au développement cognitif. Chez les adultes, eh bien, cet apprentissage, il se fait tout simplement par la fréquentation des dispositifs psychosocio-éducatifs, les stages de formation professionnelle, etc., etc. J'en ai rendu compte de tout ça dans La psychologie du contrôle, qui est paru en 87 et qui reflète bien les travaux de l'époque. Mais, bien sûr, étant donné l'importance des travaux qui étaient réalisés, de nouvelles questions avaient surgi. Donc, c'est pourquoi j'ai coupé et fait une deuxième période à partir des années 90 jusqu'en 2000. C'était donc un approfondissement, si vous voulez, des résultats que nous avions trouvés. Quel est le contexte universitaire ? Alors, au cours de cette décennie, plusieurs étudiants de Grenoble, de Rennes, de Nancy soutiennent leur thèse de doctorat sur une thématique liée à la norme sociale d'internalité ou sur une thématique en rapport avec le jugement social. Certains d'entre eux obtiennent un poste de maître de conf, voire un poste de prof. Et bien sûr, le nombre d'universités dans lesquelles la norme d'internalité le jugement va être étudié se multiplie. Jean Léon quitte l'université de Grenoble en 1994 pour aller à Nice, où il restera jusqu'en 2001, l'âge du départ de la retraite. Quel est l'état des connaissances ? Alors, on a réalisé des recherches qui étaient directement liées au paradigme de base, paradigme d'identification, etc. Par exemple, paradigme d'identification, d'autoprésentation, eh bien, la multiplication des travaux a montré que tous les gens n'étaient pas conscients de la même façon du caractère valorisé des explications internes. Certains le perçoivent mieux que d'autres, ce qui a donné lieu à une variable, la clairvoyance normative. Je ne vais pas développer. Certains y ont consacré leur thèse de troisième cycle. Je pense à Jacques Pie, etc. Stéphane Jouffre. Enfin, je pourrais. Donc, voilà, des travaux sur la clairvoyance normative. Le paradigme d'identification, il a donné lieu à des recherches sur les attributions intergroupes. Effectivement, quand on demande au sujet de prendre l'identité de quelqu'un, eh bien, ce quelqu'un, il appartient à un groupe. Donc, nous avons repris les paradigmes classiques dans l'étude des attributions intergroupes et nous avons voulu savoir jusque quand allait résister l'internalité. Par exemple, quand il s'agit, avec les paradigmes de... Comment ça s'appelle Non, m'échappe. Enfin, quand on demande... comment ça s'appelle donc bon, je ne sais plus, ça va revenir. Quand on demande au sujet donc, qui appartient à un endogroupe qui est défavorisé, d'attribuer des explications... Enfin, oui, d'attribuer un matériel, donc des explications internes, à un exogroupe qui est favorisé, est-ce qu'il va se attribuer le même nombre d'explications internes que l'inverse, quand il appartient à un endogroupe qui est favorisé et l'exogroupe défavorisé? C'est plus facile. Enfin, plus facile, c'est peut-être pas le mot que je voudrais utiliser, mais enfin, on observe davantage d'explications internes attribuées à un exogroupe favorisé que l'inverse. Donc, voilà, ça a donné lieu à tout ce type de tous ces travaux. Des recherches sont issues à l'époque de la structure des questionnaires. Bien sûr, nos questionnaires, eh bien, ils comportent des événements positifs, des explications causales d'événements positifs, des explications causales d'événements négatifs. Est-ce qu'on répond de la même façon à des événements positifs que négatifs? On tient quand même toujours à donner une bonne image de soi, donc c'est plus facile de dire que c'est ma faute, j'ai pas suffisamment travaillé parce que, c'est moins facile de dire c'est ma faute, j'ai pas suffisamment travaillé que de dire c'est la faute du prof, il n'a pas bien expliqué. C'est pour ça que j'ai eu une mauvaise note, d'accord? Donc,
nous avons voulu savoir la comparaison, enfin, jusqu'où l'internalité résistait par rapport au biais d'autocomplaisance et de positivité. De même, dans nos questionnaires, nous avons des explications causales qui renvoient à des événements divers et variés. Donc, c'était les débuts des travaux où nous étudions la différence entre les explications causales qui sont données en termes de traits, en termes de comportement, en termes, voilà, tout ça ne donne pas lieu au même type d'explication. Mais bien sûr, c'était le début et ça a été approfondi après. Qu'est-ce que nous étudions encore à l'époque? Eh bien, des recherches qui ont visé à cerner les caractéristiques des explications causales internes. Alors, notamment, eh bien, on a étudié, ça donnait lieu à une thèse de 3e cycle, Valérie, oui, qui a réalisé une thèse, Valérie Le Floch, qui a réalisé sa thèse sur la plausibilité des explications causales internes. Elle a montré qu'elles étaient plus plausibles. Le traitement cognitif de ces explications, qu'est-ce qui les différencie? Est-ce qu'il y a un traitement différent des explications causales internes que des explications causales externes? Donc, on a montré que les premières nécessitaient un traitement cognitif plus économique que les explications externes, qu'elles étaient plus rapidement repérées, qu'elles sont avancées plus rapidement comme explication, qu'elles sont mieux mémorisées. Donc, tout un ensemble de travaux dans ce domaine. Encore, des recherches qui ont concerné la rationalité de la norme sociale d'internalité. Alors, pour Jean-Léon, je le rappelle, la valeur sociale de l'internalité trouve sa rationalité dans l'exercice des pratiques éducatives. Nous avons donc étudié le rôle des pratiques éducatives dans l'acquisition de l'internalité. Et nous avons comparé les pratiques libérales et permissives aux pratiques autoritaires. Alors, ça a été fait dans plein de domaines. Dans les pratiques pédagogiques institutionnelles, par exemple les styles d'animation de stages de formation, les pratiques pédagogiques scolaires, on a comparé les élèves qui étaient soumis à des méthodes type Freinet versus traditionnelles, les pratiques pédagogiques parentales, libérales, autoritaires. On a même eu un contrat donc, pour étudier ces pratiques pédagogiques et parentales. Voilà. Quoi d'autre encore? Eh bien, des recherches sur le lien entre l'internalité et le maniement des informations évaluatives. Alors, en effet, s'il est vrai, c'était le raisonnement qu'on tenait, que les conduites d'évaluation favorisent l'émergence des explications causales internes, alors on devrait trouver un lien entre l'internalité et le maniement des informations évaluatives. Ces premières recherches, on les doit à François Le Poultier. C'était tout simple, c'était des petits papiers. Et puis, il demandait, c'était avec des élèves, il leur demandait eh bien, de mettre ensemble alors, des caractéristiques. Par exemple, qu'est-ce qui différencie, par exemple, celui qui porte des lunettes, celui qui... etc., etc. Et nous avons vu qu'il existait un lien. Donc, voilà. Alors après, bien sûr, on a réalisé bien d'autres recherches avec des procédures beaucoup plus sophistiquées et on a réalisé beaucoup de recherches sur la connaissance évaluative descriptive. Alors, je vous fais un petit rappel rapide sur la connaissance évaluative descriptive. Donc, l'idée, alors ça, on l'a pareil, on l'a répété, on l'a écrit, l'idée que la connaissance que les gens ont des objets sociaux, notamment des personnes via les traits de personnalité, ne peut qu'être évaluative, a été défendue donc par Jean Léon. Je vous renvoie à l'histoire du petit Léo dans la psychologie quotidienne. Alors, au début, je le dis parce que c'est important, j'ai déjà eu des remarques, au début, nous distinguions ce qu'on appelait des traits évaluatifs versus descriptifs. C'est beau. Une erreur de langage. Si vous lisez ça dans un texte, il est bien évident que les traits sont tous évaluatifs. Donc, les traits sont tout simplement plus ou moins évaluatifs. Donc, je rectifie. L'ambiguïté a été levée avec la conception des traits fonctionnant comme des affordances, donnant lieu à deux types de comportements. Les comportements de la cible, les CC, et les comportements d'autrui à l'égard de la cible. Je donne un exemple. Pour le très honnête, un comportement de la cible, c'est par exemple bien quelqu'un qui rectifie une erreur à la caisse qui a été faite en sa faveur. Elle dit à la caissière, mais vous vous êtes trompé, vous m'avez rendu trop d'argent. Donc ça, c'est un comportement de la cible. Comportement d'autrui à l'égard de la cible, toujours pour le très honnête, eh bien, c'est quelqu'un à qui je pourrais confier ma carte bancaire pour aller retirer de l'argent à ma place au Distribank. C'est un comportement que j'ai vis-à-vis de la personne donc, qui est honnête. Alors, il y a toute une littérature donc, sur les comportements CC et CA,
dossier volumineux de recherche qui a été poursuivi donc, dans les années 2000, notamment publié dans la collection. Voilà, je dirai quelques mots plus tard. Alors, après 2000, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, contexte universitaire, donc Jean-Léon prend sa retraite en 2001. Donc, il ne travaille plus, fait plus de recherche. Alors, il continue quand même un peu à travailler avec moi, on continue à écrire, etc., mais il ne met plus la main à la pâte. François Lepoultier est nommé professeur à l'université de Nancy 2, mais sur un poste de psychologie du travail. Donc, il ne s'investit plus du tout dans ce domaine. Moi, je suis professeur à l'université Nancy 2 après avoir été à Clermont. Et bon, je continue toujours à travailler, mais j'ai quand même pas mal de responsabilités. Donc, mais bon, il y a d'autres qui prennent la suite. De nombreux ex-étudiants sont ou vont devenir professeurs pendant cette période et vont mener et diriger des recherches sur la thématique dans différentes universités. Donc, la relève était assurée. De nouveaux collègues travaillent sur ces thématiques, par exemple les collègues de Strasbourg, qui rencontrés au cours de colloques dans le cadre de l'ADRIPS et qui se sont mis à travailler dans ce domaine, notamment sur le jugement. Donc, toute une équipe qui continue à travailler. Alors, état des connaissances. Les recherches à partir de 2000. Étude du fonctionnement de la norme d'internalité, notamment dans le recrutement. Alors, c'est beaucoup les travaux de Pascal Desrumeaux, Zagrodnicki, qui, effectivement, a étudié quel rôle jouait la variable internalité par rapport aux variables qui sont traditionnellement prises en compte par les recruteurs, le genre, l'apparence physique, les compétences du candidat. Donc, travaux passionnants. Dans les organisations, est utilisé ici le paradigme des juges. Donc c'est pareil, on veut savoir si l'internalité est valorisée dans les organisations. À l'école, comment l'internalité est prise en compte dans le jugement que les enseignants portent sur les élèves. Les travaux de Pascal Pensu, Benoît Dompnier, j'en passe, c'est des meilleurs. Donc ce sont ces travaux qui se développent, qui étaient déjà un peu commencés, mais qui prennent vraiment ici leur importance. Deuxième type de travaux, la normativité des différentes catégories de croyances internes et externes dont je disais qu'ils avaient commencé précédemment. C'est l'application du modèle attributionnel de Weiner, donc, et les travaux de Pascal Pensu, Benoît Dompnier. Donc, on prend en compte cette fois-ci les causes stables, instables, etc. Et ces travaux ont permis de montrer notamment la valorisation de l'effort à l'école. Autres travaux qui débutent à cette période, la dimensionnalité de la valeur sociale. Jusqu'à présent, on parlait de la valeur sociale. Et puis, on se dit, mais cette valeur sociale, elle n'est pas unique. Donc, elle est décomposée en désirabilité sociale. En gros, je ne vais pas donner une définition compliquée, la désirabilité sociale, c'est ce qui a lieu avec le domaine de l'affectif. J'aime ou j'aime pas, la personne qui est désirable socialement, eh bien, suscite des affects positifs ou négatifs chez autrui. Et l'utilité sociale, je la définis pareil de façon très simple, c'est l'ensemble, si vous voulez, des capacités qui permettent à une personne d'occuper tel poste ou de ne pas occuper tel poste socialement hiérarchisé, enfin valorisé dans la hiérarchie sociale organisationnelle. Alors, deux appellations nouvelles des Big Two, qu'on connaît dans la lecture américaine, je reviendrai dessus tout à l'heure, qui est donc liée à l'approche évaluative de la connaissance. Alors, les recherches ont consisté à montrer quoi? Qu'il s'agit bien d'une bidimensionnalité fondamentale qui fonctionne aussi bien dans la description des lapins. Pourquoi je mets ça? Parce qu'on a publié un article où on s'est amusé avec Jean-Léon à étudier, à appliquer les adjectifs, les traits de personnalité qu'on utilise pour parler de quelqu'un qu'on aime bien et qui est utile socialement, les deux types de traits, à la description des lapins. Des lapins qu'on paye cher ou qu'on ne paye pas cher. Et on a trouvé des résultats extraordinaires qui ressemblent tout à fait à ce qui existe quand on parle des gens. Donc, qui fonctionnent aussi bien dans la description des lapins que des objets de consommation courante, comme les montres,
donc des travaux d'un étudiant qui a réalisé donc sa thèse avec moi. Voilà. Donc, j'en dirai aussi quelques mots tout à l'heure. Donc, les recherches ont consisté à montrer que la désirabilité sociale a à voir avec l'agréabilité de la personne, de l'animal ou de l'objet, autrement dit de sa valeur relationnelle, et que l'utilité sociale a à voir avec la position sociale, le salaire, le statut socio-économique, bref, la valeur économique marchande de la personne, de l'animal ou de l'objet. On décrit avec des traits d'utilité sociale un lapin qu'on a payé très cher. On décrit avec beaucoup de traits de personnalité ayant à voir avec la désirabilité sociale quand on décrit un lapin qu'on aime bien. On montrait des photos, hein, des lapins domestiques, pas des lapins qu'on consomme. Alors, les recherches aussi de cette époque, eh bien, on a réalisé beaucoup, alors ont été réalisées énormément d'études sur la normativité de certaines valeurs. Il y a l'internalité et puis d'autres valeurs ont été étudiées. Par exemple, l'optimisme comparatif. Alors, je vous donne une définition de ce qu'est l'optimisme comparatif. Ce sont les travaux d'Isabelle Milabet, de Emmanuel Le Barbanchon. La norme d'effort, j'en ai parlé notamment à l'école. La norme de consistance, ça a donné lieu aussi à des thèses. Je ne vais pas citer tous les noms parce que la motivation intrinsèque, c'est pareil, je vous rappelle ce qu'est la motivation intrinsèque. Donc vous avez des travaux qui portent là-dessus. Quoi d'autre comme normes qui ont été étudiées? L'autosuffisance. Je vous rappelle ce qu'est l'autosuffisance. La norme d'allégeance. Alors, je vous donne la définition qu'en donne Bernard Gongloff, donc de la norme d'allégeance. Donc, c'est lui surtout qui a travaillé sur la norme d'allégeance, etc., etc. Alors, ce que j'ai mis en bas de page, c'est bien s'assurer de la normativité des événements concernés. Effectivement, plusieurs fois, donc on l'a dit, il ne suffit pas de montrer que l'autosuffisance ou l'allégeance, ou je ne sais pas laquelle, donc sont socialement désirables ou socialement utiles pour montrer que c'est une norme. Vous voyez que pour montrer l'existence de la norme sociale d'internalité, on a vraiment réalisé tout un ensemble de travaux et c'est le concours de tous ces travaux, des résultats de tous ces travaux qui nous a permis de dire qu'on avait bien affaire à une norme sociale. Il ne suffit pas de montrer que c'est socialement utile ou socialement désirable, ça ne suffit pas. Donc voilà. Autre recherche initiée dans cette période. Alors, étant donné que la normativité et l'autosuffisance que l'autosuffisance et l'internalité sont normatives, eh bien, Jean Léon s'est posé la question de savoir si cette grande valeur culturelle qu'est l'individualisme était normatif ou pas. Alors, nous avons décomposé l'individualisme en différents sous-composants, dont je vous donne ici l'explication. L'individualisme au sens strict versus le collectivisme, c'est privilégier les intérêts collectifs, les intérêts et objectifs individuels plutôt que collectifs. L'autonomie ou l'autosuffisance par rapport à l'hétérosuffisance, voilà. L'internalité, on sait. L'indépendance émotionnelle versus le partage émotionnel. Garder pour soi ses émotions plutôt que les mettre sur la place publique. L'ancrage individuel, c'est-à-dire se définir par rapport à ses caractéristiques personnelles plutôt que l'ancrage catégoriel. Dire je suis une femme, je suis professeur d'université, plutôt que de dire je suis sensible. Voilà. La contractualité par rapport au communautarisme, fonder ses relations sur des complémentarités plutôt que sur des similitudes. Alors, beaucoup de travaux ont été réalisés sur le syndrome culturel individualiste. Nous avons montré qu'il était surtout ancré dans l'utilité sociale. Et puis, je vous mets un tableau donc, vous montrant l'ancrage de chacun de ces composants, utilité sociale ou désirabilité sociale. Alors, j'ai mis ici en rouge. Pourquoi? Parce que la conclusion à laquelle nous sommes arrivés, ce qui était nouvelle, c'est qu'il existe des normes sociales qui sont ancrées dans l'utilité sociale, mais il existe aussi des normes sociales ancrées dans la désirabilité sociale.
Et j'ai lu un travail là récemment qui a été publié il n'y a pas longtemps, la suite d'une thèse qui montre qu'effectivement, il y a une norme qui est ancrée dans la désirabilité sociale qui circule dans les entreprises, etc. Passionnant. Alors, autre recherche initiée dans cette période, je regarde là, décomposition de la dimension utilité sociale. Effectivement, jusqu'à présent, nous avions étudié l'utilité sociale globalement. Donc, nous la décomposons en 3 sous-composantes: aisance, compétence, effort. Je vous donne les définitions. Nous avons montré que ces 3 composantes renvoyaient donc à des personnes occupant des postes différents, des responsabilités différentes. Quelques recherches ont pris en compte la décomposition de la désirabilité sociale. Je n'en parle pas. Autre recherche, et je termine là les recherches donc qui ont démarré et auxquelles j'accorde beaucoup d'importance, c'est la valeur sociale des émotions. Donc, ce sont les travaux de Pascal Pansu et de Anna Tcherkassov, donc, qui montrent que, et c'est très intéressant l'émotion, parce qu'on a à la fois le descriptif, eh bien, c'est la contraction des muscles du visage, quand on rit, hein, les muscles, et donc ça c'est du descriptif, et puis on a le côté évaluatif qu'on étudiait avec les comportements CC et CA. Là, c'est vraiment du descriptif pur et de l'évaluatif. Donc, les travaux ont commencé il y a 2 ou 3 ans et on a déjà trouvé des résultats assez intéressants. Alors, je passe, parce que je me dépêche. Le bilan, j'ai combien? Bon, ben, c'est parfait. Ouais, bon, c'est parfait. Alors, ce bilan, je rappelle quelles sont les principales réserves et critiques qui nous ont été adressées. Je fais une autocritique. Et puis, maintenant, qu'est-ce qui existe comme recherche actuellement dans ces domaines? Alors, on avait donc accumulé beaucoup de preuves, tout ça je le rappelle. Pourtant, un certain nombre de réserves et de critiques ont été formulées, aussi bien à l'endroit de la norme d'internalité que sur la théorie de la double connaissance. Je vais reprendre ça en détail. Les critiques qui nous ont été adressées à l'endroit de la norme d'internalité. On nous dit les explications internes renvoient à des caractéristiques respectables et que vous mettez dans vos questionnaires. Et les explications externes sont subversives car elles remettent en cause l'ordre social, d'où la thèse selon laquelle il existe une norme d'allégeance. Alors, j'ai souvent eu des discussions avec Bernard Gangloff et bien sûr, nous n'étions pas d'accord. La méthode qu'utilise Bernard pour montrer donc que nos explications internes sont subversives, il construit des questionnaires qui proposent systématiquement des explications internes subversives qu'il oppose à des explications externes qui sont allégeantes. Donc, bien évidemment, les gens préfèrent les explications externes. Alors, je caricature un peu, hein. Mais bon, voilà. Dans nos questionnaires, autre reproche, on nous dit « vous confondez l'orientation des explications internes-externes et la valeur sociale ». Autrement dit, les explications internes sont davantage choisies parce qu'elles portent la valeur sociale. Et les explications externes n'étant pas valorisées, c'est normal que les gens ne les choisissent pas. Je vais revenir après. Donc, problème de validation de vos questionnaires. Vous ne validez pas vos questionnaires. Alors, 1. Nous n'avons jamais prétendu que le caractère interne-externe d'une explication intervenait tout seul et permettait de rendre compte de l'explication d'un événement. Il est bien évident que quand un élève dit « j'ai une mauvaise note parce que le maître n'a pas bien expliqué », ce n'est pas la seule explication qui peut intervenir, bien évidemment, ni quand il donne une explication interne. D'autres facteurs peuvent jouer qui réduisent, voire annulent l'efficacité d'une explication interne, bien évidemment. Nous n'avons... alors, pareil, on nous dit les explications causales internes font l'objet d'une valorisation sociale. Ben oui, bien évidemment, puisqu'elles sont socialement valorisées. Je me souviens d'une doctorante qui avait construit un questionnaire, Nathalie Pichot. Elle avait construit un questionnaire en contrôlant la valeur sociale des explications, internes, externes. Même valeur sociale, par des prétextes. Mais on n'avait rien. Les gens choisissaient rien. Rien n'apparaissait. Donc, effectivement, oui, on choisit les explications internes parce qu'elles sont porteuses de valeurs sociales. Alors, on nous dit, vous ne validez pas vos questionnaires.
nous répondons. Les questionnaires d'internalité n'ont pas pour finalité de faire apparaître des consistances individuelles comme des questionnaires de personnalité. Ils ont pour seule fonction, c'est un matériel expérimental si vous voulez, ils ont pour seule fonction de connaître l'imprégnation normative d'un groupe, d'une population donnée, autrement dit, de connaître l'importance quantitative des préférences pour les explications internes dans tel groupe, dans telle population, etc. Donc, les méthodes psychométriques classiques que vous connaissez aussi bien que moi, enfin, je pense qu'elles ont toujours lieu, l'alpha, le split-alpha, etc., ne sont pas appropriées. Alors, ça ne veut pas dire que nous n'avons pas de méthode de validation de nos outils. Hein. Pour montrer que les gens ont une claire perception de la dimension interne-externe, eh bien, par exemple, on demande au sujet de classer des explications causales très diverses. Voilà, ils ont une liste. Eh bien, et on leur demande de faire 2 paquets. Ils vont mettre les explications internes et puis toutes les autres. Nous avons d'autres méthodes comme le modelage. On l'a beaucoup utilisé. Je ne détaille pas. Critique à l'endroit de la théorie de la double connaissance. Alors, je ne rappelle pas parce que je n'ai pas le temps. Je veux surtout en venir là. Donc, les concepts d'utilité sociale, de désirabilité sociale par rapport aux concepts anglo-saxons, donc qui sont utilisés et que ce soit competence warmth ou agency communion. Donc, ce que je veux dire, c'est que nos concepts ont eu énormément de mal à être acceptés dans les revues anglo-saxonnes. Il a fallu, pour que nous publiions toute la verve de Jean Léon et la pugnacité, pour que soit accepté, par exemple, notre article sur les lapins. Bien sûr. Hein. Donc, ça a été... Alors, sinon, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Et je comprends fort bien nos doctorants qui ont adopté les concepts américains. Si on veut publier dans les revues anglo-saxonnes, eh bien, il faut utiliser les concepts qui sont à la mode. On a écrit là-dessus, vous le savez tout aussi bien que moi. Alors, une autocritique. Nous avons manqué de rigueur dans la programmation des recherches. C'est vrai. Il y avait une foule de recherches qui étaient réalisées à Grenoble, à Nancy, ici ou là, et j'allais dire, nous ne nous concertions pas. Non, c'est pas vrai. Nous nous concertions, mais nous réalisions quand même en parallèle les recherches. Manque de rigueur dans la publication des résultats. Jean Léon était impatient de connaître les résultats, mais moi aussi, hein, on est tous impatients. Donc, à peine des résultats, il les donnait quand il faisait une conférence, quand il faisait aux tables rondes, et après, on ne les publiait plus. Donc, c'est dommage. Prédilection, au moins au début, pour les publications en langue française, pour les raisons qu'on a vues. C'était très valorisé, donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme recherche maintenant à partir de 2000 ? J'ai regardé un peu la bibliographie, donc enfin tout ce qui publiait. Les recherches sont rares sur la norme d'internalité, je comprends. Donc, j'ai quelques regrets, par exemple, qui étaient abandonner les recherches sur le traitement cognitif des explications internes. On n'a pas abouti, il y aura encore beaucoup de choses à faire. Ou bien encore, alors là encore c'est dommage, sur l'inscription de l'internalité dans la culture individualiste libérale. Alors il y a une thèse qui a été soutenue, mais c'est un peu abandonné. En rapport avec la valeur sociale, les différentes dimensions de l'utilité sociale sont donc étudiées. La valeur sociale des buts de maîtrise, d'Arnon, hein. La valeur sociale des émotions, j'en ai parlé. J'ai quelques regrets. Pas d'études sur la façon dont la désirabilité et l'utilité sociale se différencient durant le développement de l'enfant, ni sur les comportements CC et les comportements CA. Merci pour votre attention et votre patience.